Bonjour, aujourd'hui je vous présente la 4e transversale. Donc c'est un cycle de jeu avec les mots. Et donc ce qu'on retrouve à propos du titre, que provisoire certainement, ma boîte à d'idées. C'est-à-dire que je reprends l'idée qui a longtemps germé et qui s'est développée, de choisir 10 mots qui commencent par la lettre D pour en faire un objet de réflexion, de révision aussi, et pour aussi, bien sûr, enrichir notre boîte à outils, donc boîte à d'idées. Alors, bien sûr, ça fait partie d'une construction qui a à voir avec ma façon de jouer avec les mots dans le mouvement de la vie. Donc là, je faisais un abécédaire. Ensuite, j'ai fait les 12 P qui sont les piliers de la santé. J'ai fait les 7 R qui sont les mots qui redisent le cadre de toutes les activités dans l'association L'Affaire d'une vie. Voilà, et donc toujours c'est jouer, bien sûr, nous donner des options, des permissions, et bien sûr toujours autour de mon projet majeur, qui est celui de comment devenir adulte, à la fois responsable et surtout satisfait. Comment être au volant de notre voiture. C'est exactement mon projet donc pour cette boîte à d'idées. Bien sûr que ce sont des verbes à l'infinitif qui vont dire mon souci, ou plutôt ma priorité donnée à cette réflexion autour de être adulte, c'est-à-dire quelles sont les questions, quelles sont nos options et quels sont les outils ou les déterminations à garder pour rester sur notre route et rester dans le mouvement de la vie. Donc, vous retrouverez aussi, bien sûr, la récurrence des choses qui me sont chères, à savoir qu'en est-il de notre solidité lorsque le désordre dans notre vie est supérieur à l'ordre, qu'en est-il de toute cette importance de reconnaître les dénis et d'en sortir, et aussi pour moi une autre priorité qui reste comme un fil rouge dans tout ce que je propose, c'est qu'en est-il des situations, de notre posture plus exactement, chaque fois que nous sommes témoins de violence. Tout ça, effectivement, c'est quelque chose qui tisse toute la toile de l'affaire d'une vie, et aussi associé à l'association Le Déni, ça suffit. Alors, ces 10 mots, donc je les présente là, dans la boîte à d'idées. Il y en a 7 qui sont les verbes ou les mots qui disent notre construction de notre puissance. Et puis 3 autres que j'ai mis en rouge ici, qui sont une sorte de supplément qui dirait plutôt un degré supérieur de maturité, de courage, d'autorité, de volonté, que la vie soit plus conforme à nos exigences de respect et de respect de tout le monde. Alors, dans les 10 mots, j'aurais bien sûr désiré, douter, que j'associe, discerner, décider, auquel j'ai rajouté un petit délibéré, mais qui ne fait pas partie des 10, discipline, deuil, double permission. Et les 3 en rouge, donc qui sont comme une sorte de ceinture noire, et à dénoncer, désobéir et déplaire. Donc là, je prends le temps pour chacun de ces mots, de quelques minutes, pour dire à quoi je les associe, à quoi ils s'opposent, mais aussi chaque fois de faire la référence soit à un auteur, soit à un lien, soit ce que j'appelle les sources d'exemples, de modèles, de réconfort aussi, pour alimenter toujours notre belle énergie dans ce sens. Alors, ce qui est commun, donc je commence avec bien sûr désirer et douter. Je les associe, pourquoi? Parce qu'ils ont en commun d'être objet de curiosité ou le fruit d'une curiosité avec laquelle nous sommes arrivés au monde et que je nous souhaite développer, d'enrichir, etc. L'autre point commun entre désirer et douter, c'est que je les pose comme des verbes intransitifs. Ça, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup, dans la mesure où chaque fois que je dis l'objet du désir ou l'objet du doute, j'atténue cette chose essentielle qui est l'énergie à laquelle je fais référence. Je quitte cette place d'accueil du désordre, du trouble, de l'inconfort, et où je quitte aussi les zones auxquelles ça s'oppose. Alors, quand je parle de désirer, c'est bien sûr synonyme d'élan, je disais énergie, enthousiasme, mouvement.
Et bien sûr, à l'opposé, je vais avoir la dépression, la dépendance, la fatigue, mais surtout toutes les dépendances, que ce soit aux autres, à des principes, à des croyances, des pensées magiques, etc. Donc là, c'est quelque chose désiré qui est une sorte de moteur sans lequel la vie devient soit ronron petit patapon, soit une succession de vaisselle à faire, de courses à faire, etc. Donc nous manquons à ce moment-là l'essentiel de la qualité de cette vie que nous pouvons nous souhaiter. Voilà, le mot plus important sans doute, c'est le mouvement dans lequel le verbe désirer nous garde. Donc douter également, verbe intransitif. Ah pardon, désirer, les deux références auxquelles que je voulais évoquer plutôt, ce sont des interviews, soit du docteur Frédéric Salman, qui est donc cardiologue, je crois que c'est à Pompidou, et qui a fait des interviews que vous trouverez facilement sur la santé. Et j'aime chez lui la façon de secouer les idées reçues, de parler effectivement de la retraite, de la fatigue, etc. Donc je retrouve quelques points communs avec lui, il en parle vraiment bien, avec beaucoup de conviction. Donc c'est sortir de la pensée unique, des pensées uniques et de la conformité à des modèles des héritages que nous avons reçus. Et l'autre, c'est Fabrice Midal, l'homme en jaune, parce qu'il est toujours habillé en jaune, et qui reçoit beaucoup de gens passionnants qu'il interviewe. Donc ça peut être des philosophes, des psys, d'autres personnes. Et dans sa façon de les interviewer, de les accueillir, il y a effectivement cette curiosité, il y a cet accueil du désir de chacun et aussi l'accueil du doute. Donc quand je parle de doute, c'est tout sauf tourner en rond, c'est tout sauf des scrupules ou d'autres positions qui disent plutôt l'arrêt de la réflexion, l'arrêt du mouvement de la vie et de la pensée. Et donc là, ma référence, ce sera Marion Muller-Collard, que je cite souvent, parce qu'elle parle du risque d'être dans du ciment du doute, alors que, bien sûr, le mot que j'aimerais opposer à celui du ciment, c'est le levain, c'est l'humus, c'est tout ce qui suppose aussi un moment d'inconfort, quelquefois de pourrissement, de traversée du désert, mais sans ces étapes-là, il n'y a pas l'élan vers autre chose, il n'y a pas l'accueil pour des idées nouvelles, pour des choses qui nous troublent, pour la comparaison avec d'autres cas de référence. Et donc c'est vraiment l'idée du levain, du ferment, voilà, du ferment qui permet de continuer à grandir et donc de passer du doute à autre chose, notamment les autres verbes ou les autres mots que je propose. Donc le doute comme accueil du différent, accueil de l'autre, accueil de l'inconnu, accueil de ce qui gêne, accueil de ce qui des chatouilles qui grippent, qui quelquefois brûlent ou piquent. Et ça permet aussi, ce mot doute, de bien être, de bien faire la distinction entre, et ça je le dis souvent dans d'autres conférences, entre la conviction qui est l'objet, le fruit d'un doute bien vécu et qui permet de réchauffer la machine, avec les certitudes qui sont juste des façons d'éviter la peur de traverser ça. La certitude, c'est ce qui va me faire être à l'opposé du désir et du mouvement, alors que la conviction est le fruit de ce prix à payer, etc. L'autre mot que je vois à l'opposé de douter de façon saine, c'est tergiverser. C'est continuer à remettre tout le temps en question sans effectivement passer à l'étape suivante qui est celle de discerner. Dans discerner, ça veut dire regarder autrement, changer de paire de lunettes, écouter la façon dont les autres voient le monde ou regarder avec leur paire de lunettes. Ça veut dire penser par soi-même, oser penser autrement, oser, effectivement, ce qu'on va voir dans les verbes en rouge, désobéir ou sortir de l'autoroute de la pensée des autres. Ça veut dire aussi, encore une fois, comme les autres verbes également, c'est l'inconfort de l'incertitude, l'inconfort des choses qui supposent de se positionner autrement. Alors, ce que j'ai vu de commun entre discerner et décider, c'était les critères de choix. Alors j'en ai trouvé quelques-uns. Les critères pour discerner, avec toujours ce petit mot en plus délibéré, donc est-ce que c'est
possible ou pas? Est-ce que c'est légal ou pas? Est-ce que c'est agréable ou pas? Est-ce que c'est fructueux ou pas? J'avais mis aussi, est-ce que c'est dans les codes ou pas? Est-ce que mon discernement, ça m'applique, ça suppose aussi, puisque je fais partie de sociétés d'appartenance, que je sois aussi capable de respecter les codes ou pas. Mais au moins, si je ne les respecte pas, que j'ai conscience de faire un pas de côté. J'ai mis aussi, est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est bon ou mauvais? Est-ce que ça me met en péril ou pas? Et puis, ce que nous voyons dans les ateliers de gestion du temps, comme on dit, est-ce que, bien distinguer, est-ce que c'est facile ou difficile? Est-ce que c'est familier ou est-ce que c'est inconnu et plus périlleux? Et puis ensuite, ce que j'avais mis, est-ce que ça suppose une exigence ou est-ce que ça me laisse dans un ronron aussi, dans un confort qui pourrait même arriver à être suspect? Voilà. Donc, quels sont les critères pour discerner? À qui est-ce que je demande de l'aide pour discerner également? Est-ce que je discerne à partir de quel état du moi, de l'enfant, de l'adulte ou du parent? Et tout ça doit être pris en compte pour arriver à quelque chose qui me permette, surtout dans le discernement, de me retrouver dans un alignement, dans quelque chose d'une cohérence entre ce que je pense, ce que je veux, ce que je dis, ce que je crois, etc. etc. Alors, j'ai trouvé dans mes réflexions, Pascal Hyde, qui est effectivement je vais le mettre là aussi, qui est un prêtre, donc tout réfractaire à tout ce qui pourrait être relatif à la religion, s'abstenir, mais j'ai aimé la rigueur de sa réflexion, et c'est un homme que j'ai rencontré, que j'aime beaucoup, pour l'ouverture et pour la capacité à faire des passerelles entre ses convictions de religieux et d'autres convictions, etc. Et donc, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il met dans ce livre, mais j'aime la logique dans laquelle il nous invite à rentrer pour être dans une satisfaction de cette réflexion. Et puis, je pensais aussi, par rapport à discerner, à un propos que Aurélien Barraud, qui intervient souvent sur les plateaux, etc., nous invite à entendre. Il le fait avec beaucoup de conviction et d'humour aussi, et de récurrence. Il dit, ce n'est pas parce que quelque chose est faisable, réaliste, que c'est pour autant quelque chose de souhaitable. Et j'aime bien la façon dont il nous renvoie au risque d'être plus dans les outils, de vérifier le nez sur le guidon, est-ce que c'est possible, au lieu de lever le nez du guidon et de nous demander est-ce que c'est vraiment ce que je veux. Donc de bien faire la distinction entre les outils et l'objectif. Ça, c'est aussi tout le travail, évidemment, tous les tableaux de Pierre Nicolas qui nous invitent à distinguer tout ça. Donc, Aurélien Barraud, vous retrouvez certainement dans quelque chose. Ensuite, je passe à décider. Décider, c'est je dis, moi, c'est ce que je veux. Décider, c'est m'engager, c'est prendre le risque, c'est être dans l'action, c'est prendre la responsabilité aussi, non seulement de ce que je pense, mais de ce que je mets en œuvre. C'est donc être en prise avec la réalité. C'est donc complètement une autre étape et qui suppose un minimum de prise de risque et de responsabilité de cette prise de risque. Donc, ce n'est pas en tant que victime future et potentielle, mais en tant que quelqu'un qui sait qu'il y a un prix à payer, qu'il y a des contraintes, qu'il y a des choses à perdre, des choses à gagner, etc. Donc, décider est un acte de responsabilité en disant « je ». Alors, les critères seraient différents, évidemment. Alors, les critères pour décider, c'est est-ce que je suis dans le principe de plaisir ou dans le principe de réalité avec le devoir? Est-ce que c'est urgent ou important? Ce que nous voyons souvent aussi, parce que lorsque les deux se combinent, je suis dans la crise, donc je serai dans une décision peut-être altérée par la pression ou l'urgence. Et puis d'autres choses, c'est est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est gratuit, qu'en est-il de cette décision dans le contexte de ma vie et dans le respect de mes besoins aussi. Pourquoi est-ce que j'ai quand même gardé ce mot délibéré? Parce que dans ce mot délibéré, ça me permet de revenir à un objet de Kourou intarissable chez moi, c'est de nous entendre parler des choix que nous avons à faire, des décisions à prendre, qui seraient uniquement à base de j'ai envie, j'ai pas envie. Comme si nous étions des enfants de moins de 2 ans, comme si nous n'avions que ce critère
pour faire des choix, alors qu'il y a bien sûr des quantités d'autres points de repère dans notre vie qui nous invitent à faire des choix, et ce ne serait pas uniquement j'ai envie, j'ai pas envie. Voilà. Mais ça, j'en reparle souvent, et chaque fois avec beaucoup de colère contre cette façon de régresser à une position d'enfant au lieu d'assumer celle d'adulte. Alors, ce qu'il y a de commun aussi entre discerner et décider, c'est tout ce qui a à voir avec le temps. Discerner prend du temps, décider suppose au contraire de ne pas en prendre trop. Et chaque fois, ça nous renvoie, autant les deux premiers nous renvoyaient à la curiosité, là, ça nous renvoie à de la légitimité. C'est gagner en légitimité, gagner en j'ai le droit de penser comme ça, de discerner, et j'ai le droit de décider, quelles que soient les opinions qui viseraient à me convaincre du contraire. Donc, du temps, de l'estime, de la confiance, de la légitimité. Ça, c'est vraiment ce qui est important. Alors, l'auteur auquel j'ai pensé, non, d'abord, avant j'ai pensé à ce livre d'Hélène Frappa sur le gaslighting, ou l'art de faire taire les femmes, mais c'est aussi l'art de faire taire tout le monde, qui est un mot un peu à la mode en ce moment, mais qui a le mérite effectivement de nous permettre de mieux décoder, de mieux discerner toutes les ruses des nôtres et celles des autres pour éviter une pensée originale, une pensée surtout personnelle. Et bon, je vous invite à aller voir ce que ce mot signifie aussi et ce qui est intéressant. Donc là, je faisais un petit pas en arrière sur discerner, et là, je pose le livre de Bruno Jarosson, qui est un homme que je connais, enfin dont je connais les œuvres depuis très longtemps, qui est un homme dont j'aime beaucoup aussi la façon d'être en prise avec la réalité. Il a écrit beaucoup de choses, et sur la confiance, etc. Et là, c'est décider ou ne pas décider, réflexion sur le processus de la décision. Et vraiment, ça, il est un peu costaud, ce livre, c'est vrai, mais je peux tout à fait le faire circuler dans l'association. Donc voilà pour ce tandem, ce duo, discerner, décider, avec le petit supplément qui est délibéré. Alors, je passe maintenant au cinquième mot, qui est discipline. Alors, discipline, déjà, bon, je l'oppose souvent à faire des efforts, se donner du mal. Le mot-clé ici, c'est bien sûr la fatigue. Si je suis au clair avec mes objectifs, avec le prix à payer, avec le sens de ce que je suis en train de faire, je vais être dans une discipline qui sera plutôt aisée. Ça veut dire que je ne ferai pas de sacrifice, je serai dans renoncer, des deuils à faire, etc. Mais il n'y aura pas de victimisation, de fatigue, de toutes ces choses qui nous pèsent et qui sont comme du plomb sous les chaussures. Il y a quelque chose dans la discipline qui au contraire cadre, rassure et qui nous permet, voilà, ce sera ça le point commun entre faire des deuils et discipline, c'est quelque chose qui dit maturité, qui dit option, j'avais des options et j'ai choisi ce projet, et la discipline est la façon d'être dans la cohérence avec atteindre mon objectif et l'atteindre dans les meilleures conditions, avec le plus de satisfaction, etc. Alors là, pour trouver les modèles, ou plutôt oui, c'était pas des auteurs, c'était pas des gens qui interviewent les autres, mais pour moi ce sont des personnes que j'ai tout le temps envie d'interviewer. Ce sont ce que j'appelle les héros des temps modernes. Ce sont les personnes qui arrivent avec un handicap ou qui vivent un traumatisme et qui rebondissent. Voilà, ce sont ces personnes dont j'aime bien dire, alors que je distingue défis et objectifs, j'aime bien dire que ces personnes ont été comme fortement invitées, et elles ont fait le choix de transformer le défi à relever, parce qu'il fallait survivre, rebondir, etc., en objectif. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas la déperdition que je vois souvent lorsque nous voulons relever des défis, et c'est lourd, etc. Ce sont des personnes qui ont fait le choix de rester donc dans le mouvement de la vie, quels que soient les handicaps de naissance, les handicaps après un accident, les traumatismes de la vie, etc. Donc il y a quelque chose là d'une mobilisation qui, moi, me fait du bien quand j'entends ou quand je vois ces personnes être dans la cohérence et dans pas de déchets, pas d'hésitation sur l'essentiel de leur vie. Donc là, elles sont au clair avec le prix à payer, avec le temps que ça prend, avec une volonté, mais placée au bon endroit,
et elles sont aussi au clair avec les conditions pour que cette boîte à d'idées soit aussi enfin, satisfaisante. Voilà. Voilà pour ça. Donc c'est tous ces héros que j'aime écouter, dont j'apprécie effectivement, pas seulement la volonté, mais la détermination, le courage, le cœur à l'ouvrage, etc. Et donc qui sont pour moi des illustrations vivantes de la discipline. Voilà pour discipline. Voilà, surtout à l'opposé donc de la fatigue. Le deuil. Alors le deuil, j'ai deux auteurs là, qui sont Geneviève Jorgensen, qui parle du deuil comme personne, et j'ai aussi tous les livres de Guillemette de Sérigné sur les dragons de notre vie. Là aussi, ce sont des modèles, ce sont des exemples, etc. Qu'est-ce que je peux dire d'essentiel sur le deuil? D'abord, le deuil, c'est une expérience, ce n'est pas un problème à régler. Ensuite, le deuil, c'est quelque chose qui n'a rien à voir ni avec les barèmes, ni avec les objets. L'expérience du deuil, c'est un bouleversement, c'est un changement d'identité, c'est un changement de regard sur la vie, et quel qu'en soit, évidemment, l'objet. Un traumatisme, une amputation, un accident, etc. Ça, c'est secondaire. Le deuil est d'abord expérience. Le deuil est une expérience de perte, et pour quelque chose qui serait moins du côté du dramatique, mais du côté de notre quotidien, faire le deuil, j'aurais surtout dit faire le deuil du dû. Évidemment, je reviens bien sûr à mon petit mot, à ma petite expression, mais c'est faire des deuils au quotidien, d'avoir raison, d'être approuvé, de contrôler, etc. Toutes ces choses qui sont, donc je dis bien au quotidien, une façon de sortir de la dépendance à des croyances, encore une fois, comme je disais tout à l'heure aussi pour un autre de ces verbes. Et faire le deuil, c'est non pas perdre quelque chose d'abord, enfin, c'est pas le but, c'est accepter de changer soi-même. C'est ça le deuil. D'être dans quelque chose qui serait au plus près de cette personne que j'ai à adopter ou à me réjouir d'être, voilà, plutôt que juste de voir la perte. Voilà, donc c'est le deuil, c'est une façon de gagner aussi en maturité, en responsabilité et aussi en humilité, souvent, et aussi en humanité. Oui, j'aurais dû commencer par ça, c'est-à-dire c'est sortir du rêve de toute puissance, de perfection, d'absolu, toutes ces choses qui peuvent occuper notre tête, mais qui n'ont pas à polluer notre cœur, évidemment. Donc là, on est du côté de la vraie vie à traverser. Le 7e mot que j'ai mis donc dans mon tableau, c'est la double permission. Là, bien sûr, je fais référence à tout ce que l'analyse transactionnelle nous propose avec Eric Berne et tous les disciples. La double permission, c'est du côté de la liberté. C'est avoir donc des options, et plus j'ai d'options, plus grande sera ma liberté de choisir, mais surtout d'être satisfaite du choix que j'ai fait. Même si c'était la première option, d'avoir parcouru, c'est-à-dire est-ce que je peux parler, mais je peux me taire, je peux mentir ou je peux dire la vérité, je peux avouer ou ne pas avouer, je peux montrer ou ne pas montrer. Et ça, c'est vraiment ce qui nous fait gagner en juste responsabilité et surtout, encore une fois, je le répète, de sortir de la dépendance à de la morale, à des croyances. Non, pas de morale, mais plutôt la référence à quelque chose qui a du sens pour moi et qui va me permettre encore d'enrichir cette boîte à 10 idées. À 10 idées, voilà, ou à 10 idées. Voilà pour la double permission. Liberté, souplesse aussi. Je passe là donc à mes 3 verbes en rouge qui seraient comme, donc encore une fois, quelque chose qui dit un 2e degré de responsabilité, de courage et aussi d'audace et de liberté aussi, de pouvoir prendre une posture sans être dans autant de dépendance au contexte, quel qu'il soit, affectif, politique, social, émotionnel, etc. C'est un gage là d'une plus grande autonomie encore. Alors, je les ai mis évidemment là ensemble. Dans dénoncer, on a les lanceurs d'alerte, on a les veilleurs, tous ceux qui sont là pour nous inviter à nous réveiller. Voilà, c'est pour ça les veilleurs. Dénoncer, ça veut dire aussi sortir donc du déni, de l'aveuglement, de la lâcheté, du regard qui est détourné.
pour éviter de voir, de sentir et peut-être aussi de réagir. Donc dénoncer est un acte à la fois qui englobe tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire à la fois discerner, oser, faire des deuils. C'est comme le fruit incarné de toute cette boîte à dés. Donc, jeter les dés. Dans désobéir, c'est bien sûr c'est une forme de déloyauté, ça veut dire un fort coût, donc un prix à payer élevé aussi, parce que désobéir, ça veut dire prendre le risque, comme déplaire également, de perdre l'amour, la reconnaissance, l'approbation, l'appartenance aussi. C'est toujours très 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 risqué de désobéir. Et surtout, pourquoi est-ce que c'est si difficile? Parce que nous manquons de modèles. Nous avons plutôt des modèles de conformité, soit une pensée unique, soit un parti pour... Enfin, toutes ces choses. Et ça veut dire là, avoir cette permission de nous conformer ou pas. On a encore la double permission. Donc, pour dénoncer, j'avais lanceur d'alerte, et pour désobéir, évidemment, je reviens à ce livre qui doit être bien sûr sur toutes les tables de nuit, qui est de Frédéric Gros, sur désobéir, qui a écrit beaucoup d'autres choses, mais ce désobéir m'intéresse aussi beaucoup comme ça, par rapport à quelque chose qui nous alerte sur la tentation de nous soumettre, de nous fondre, d'acquiescer, etc., d'abdiquer aussi. Voilà. Donc, veiller et accepter d'être réveillé par d'autres qui sont peut-être un peu plus en avance sur nous, sur cette audace-là. Et mon 10e mot, qui est donc déplaire. Donc déplaire, c'est dire non, dire oui, dire crime, quelquefois, au lieu de nous laisser être dans la banalisation de ce qui se passe autour de nous. C'est risqué, encore une fois, de perdre, bien sûr, mais déplaire, j'ai envie de dire aussi, c'est nous méfier des tentations soit de la provocation, qui serait juste la satisfaction de mettre en péril quelque chose, un équilibre, et aussi d'être dans quelque chose d'un sabotage, c'est-à-dire toujours la permission de déplaire ou de ne pas plaire, ce que je trouve préférable là, mais avec la conscience claire que déplaire est soit un prix à payer, soit un outil pour faire avancer autre chose. C'est pas déplaire pour déplaire, ce n'est pas déplaire pour ennuyer ou faire tchique-tchiquerage, c'est déplaire au service de quelque chose qui a du sens, évidemment, pour nous. Voilà, pour le 10e mot, parce que ce qui m'importe, c'est gagner en autonomie, c'est gagner en sens de la responsabilité, en capacité de l'affirmer, et surtout, bien sûr, du côté de la satisfaction de tout ce que je peux mettre en place. Voilà, donc encore une fois, ça s'intègre dans quelque chose de plus vaste pour l'association. Chacun de ces mots, en fait, je n'ai pas pensé à le dire, se retrouvent quasiment tous, sauf un, je ne sais plus lequel, dans l'abécédaire, où là, il y aura donc un complément de réflexion posée ou d'invite à réfléchir à chacun de ces mots. Dans l'abécédaire, vous trouverez l'occasion, là, donc dans ce développement, de voir en quoi vous avez soit la satisfaction de voir que vous avez cette permission, soit des questions pour comment est-ce que je peux gagner encore en force, en puissance, en permission et en double permission. Et puis, je me souhaite bientôt de refaire une transversale qui permettra aussi de rendre plus complexe toute cette réflexion et plus intéressante, et d'affiner notre réflexion à propos de tout ce que je partage aussi. Voilà, donc bon vent et à bientôt pour une autre transversale.